Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour, bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube. Aussi, vous pouvez télécharger l'application Parents et amis sur le Apple Store. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en balado l'excellent chroniqueur économique Pierre Couture, que j'ai connu quand il travaillait au Journal de Québec. Il a commencé très jeune. Pierre est devenu son propre boss, tient le site cachemireplus.com, conférencier, analyste financier, collabore chaque jour à la radio de Choix Radio X. Bonjour Pierre, comment ça va? Salut Gilles, comment ça va? Ça va bien? Oui, toi? Ça va vite. Ah oui, ça va vite. Ben non, j'ai trouvé ça très cute hier quand on s'est parlé. Tu me dis, on va avoir du temps pour jaser. C'est exactement le principe. Hein? On a beaucoup de choses. Puis, honnêtement, depuis, c'est vrai dans plusieurs sphères de la société, mais au plan économique, depuis 2-3 ans, on ne peut pas dire que c'est plate, là, que ça ne bouge pas. Non, il y a beaucoup d'actions. Mais ça prend aussi des connaissances pour essayer de comment on dit ça, là, de décoder ce qui peut venir, ce qui peut s'en venir aussi, puis ça, c'est important. Digérer l'information, il y en a pas mal. Hein? Ah, il y en a, puis des fois, il y en a trop. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut comme dire, gars, je m'en vais dans le bois, je me repose, je vais aller parler aux arbres, puis... Ce qui est très drôle, c'est que les gens qui ont décidé d'investir, peu importe dans l'immobilier ou à la bourse, tout ça, ce qu'on aime, ce qu'on aimerait, puis souvent, ce qui ne tient pas à route, c'est les prévisions. Tu sais, on s'avance toujours un peu sur, surtout les chroniqueurs, puis même les économistes comme tels. Puis quand tu regardes, moi je le fais pour le hockey, je le fais pour le baseball, ceux qui font des... Là, tu te rends compte que c'est très dur de prévoir. Ça me rappelle tout le temps l'économiste Vincent Delisle, le fils de Margaret Delisle, ici, avec qui je parlais à la radio dans le temps, qui me disait, il dit, ceux qui pensent que c'est un jeu puis c'est facile, ça ne l'est pas, là. Non, c'est top. Si c'était facile, tout le monde serait milliardaire. Là. C'est ça. Comme la bourse, t'as aimé le marché. Si tu veux t'aimer le marché, c'est correct, mais 9 fois sur 10, tu vas te planter. Là. Donc, c'est ça aussi. Donc, c'est pas. On peut pas dire que la stabilité est revenue, Pierre. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que l'économie se replace un peu? Bien, ce qu'on voit, c'est que l'économie commence à ralentir. Là. Là, on a des indicateurs. Là, ce matin, c'est Home Depot, le gros joueur de l'inquinquerie, qui a dévoilé ses résultats financiers. Puis les revenus sont en baisse. Donc là, les gens retardent. Ce qui lui observe sur le marché, c'est que les gens retardent les projets. C'est l'effet des taux d'intérêt, dans le fond? C'est l'argent? C'est ça, le loyer de l'argent? Les gens se disent, on va peut-être attendre un peu, on va voir ce qui s'en vient. On a prédit beaucoup de choses en début d'année. J'étais allé réécouter, d'ailleurs, le podcast qu'on avait fait à fin janvier. OK. Et c'est ça. C'est ce qu'on voyait. Est-ce qu'on était dans le champ? Non, on était pas pire. Je disais que les taux, l'inflation était à 6, je pense. Puis là, on est rendu à 4,3 au Canada, 4,9 aux États-Unis. Fait que je dis ça va descendre. Éventuellement, il y a peut-être des baisses de taux. Même à l'automne, on évoquait ça là, dans le podcast. C'est peut-être ça qui s'en vient aussi. Fait que tu vois. Puis l'économie a surpris, par exemple, au premier trimestre. On pensait que ça allait ralentir plus vite que ça. Mais le premier trimestre a été fort. Même le gouverneur de la Banque du Canada a été surpris aussi de la vigueur. Là, on le voit, l'économie continue à tourner. Mais il y a encore des nuages. C'est ça, il y a peut-être des nuages à l'horizon pareil. C'est ça. Bon, oui, je pense qu'on s'en va dans peut-être là, une couple de mois où ça va être beaucoup plus tranquille. Mais là, on a vu aussi des faillites de banques. Moi, je n'ai pas vu ça là, souvent. Là, 4 banques faire faillite en même temps, là, à peu près. Là. Mm-hmm. On a mis beaucoup d'argent dans le système aussi pour essayer de maquiller tout ça. Je regarde dans l'immobilier commercial, il y a des taux de vacances dans le bureau notamment, là. Puis dans le commercial, il y a je regardais aux États-Unis, c'est 19 % de taux d'inoccupation. Ça ne pourra pas durer encore très, très longtemps. Là. Ça, c'est de l'argent qui dort pour bien des entreprises et des investisseurs, c'est ça? Bien, on l'a vu, région de Québec, il y a des gros joueurs qui sont tombés, qui ont été shakés dans la construction, justement parce que les coûts d'emprunt ont explosé. Groupe Sélection, notamment, s'est placé à l'abri de ses créanciers. Tu as le groupe UOT qui essaie de s'en sortir, mais on comprend que là, les autres, ça doit négocier beaucoup parce que, évidemment, il n'y a personne dans l'industrie, Pierre, à moins que tu me dises le contraire, qui souhaite des faillites. Tout le monde espère que ça puisse continuer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a comme des plans de relance qui sont mis à profit, là, présente, même dans l'affaire du groupe UOT, qui est une des grosses à Québec, là, quand même, qui ratisse large. On essaie de sauver la mise dans certaines parties de l'entreprise. C'est ça. Puis je pense qu'il y a des créanciers qui ont dit, regarde, on va te passer de l'argent, là. On va faire le pont, le bridge, mais on va ramasser les beaux morceaux aussi. Fait qu'on est en train de voir ça.
Là, si on parle de l'économie comme telle, une des choses c'était quasiment une nouvelle qui était aux 2 semaines, on surveillait toujours le gouverneur de la Banque du Canada, les taux d'intérêt. Il me semble qu'on entend moins parler depuis quelques mois. C'est parce qu'il ne bouge pas? Ou qu'il n'y a pas d'annonce qui ont été faites sur les tendances. Parce que, tu sais, quand on a commencé l'hiver, puis dire, ben là, il va y avoir des hausses encore, attendez-vous à des hausses. Puis il me semble que depuis une couple de mois, on en parle moins. Est-ce que je me trompe? Là, on a gelé les taux, c'est-à-dire qu'on était à 4,50. Là, on a décidé qu'on ne montait plus les taux. Okay. Là, je pense que c'est fini. Là, on digère. Aux États-Unis aussi, je pense que c'est fini aussi, les hausses de taux. On va peut-être en avoir une autre encore, mais après ça, je pense. Tu sais, dans le fond, les banques centrales, là, le but, c'est de réduire l'inflation. Ce qu'on a vu, là, on est rendu à 4,3. On veut ramener ça peut-être à 3 d'ici l'automne. Mais on se donne de la marge de manœuvre. Si l'économie ralentit, là, on a des munitions pour diminuer les taux directeurs puis redonner de l'huile, là, mettre du gaz dans le tank, là, comme on dit. Donc, c'est ça aussi, les banques centrales vont toujours jouer le chaud et le froid pour se garder des marges de manœuvre. Est-ce que ça nous montre, Pierre, aussi, quand on fait juste regarder sans être un expert, le fait que ça n'a pas bougé, c'est une chose, mais ça n'a pas ramené une économie florissante, tout le monde. Il y a juste... Écoute, j'allais dire, il y a une exception, mais c'est parce qu'elle est dure à comprendre pour la majorité des gens, puis je m'inclus là-dedans, Pierre. En même temps qu'on dit qu'on n'a jamais vu un taux d'inoccupation aussi bas au Québec, on est moins de 1 %, donc il n'y a pas de logement, il n'y a pas de place. Tout ça a été aggravé d'une certaine façon. C'est encore drôle de le dire, parce qu'aggravé par l'immigration alors que c'est une solution. Tu comprends? Mais on se ramasse dans une situation économique exceptionnelle où les groupes qui devraient construire, mais sont pognés avec le même 5, 6, 7 %. Finalement, il y a un besoin, il y a une demande, il y a un réel besoin, il y a une réelle demande, mais qui va aller chercher du financement pour un 20, 30, 40 millions pour un 80 portes ou 100 portes? Il y a des projets sur la table, tu le sais, hein? Oui, il y en a. Puis il y en a qui sont en attente. Il y a des promoteurs qui ont décidé d'attendre. Bien, c'est normal. Quand tes coûts doublent en dedans d'un an, tes coûts d'emprunt. Donc là, tu dis, écoute, il n'y a pas un banquier qui veut que tu partes, puis on ne sait pas comment ça allait finir non plus. On ne savait pas comment, au niveau des hausses de taux, ça allait continuer. Là, on comprend qu'on a comme gelé ça, puis on s'en va vers peut-être une baisse de taux. Fait que les projets vont partir. Ça va aller vite, là. On peut espérer que... Au niveau de l'immobilier, là, les constructeurs, les promoteurs, ça va repartir parce que là, ils vont avoir des prévisions. Là. Ils vont être capables de dire pour les prochaines années, là, ben, je suis capable d'avoir des coûts X, puis là, je suis capable de construire à tel prix. Donc, on est comme à la fin d'un cycle haussier, puis on va retomber peut-être là, dans un cycle baissier éventuellement. Puis un des signes, Pierre, de ça, c'est que je connais quelqu'un qui est dans l'immobilier, justement, qui me disait, il dit, nous, on a fait des cotations, mettons, il y a 6 mois, avec des plans, puis la ville, puis la patente. Oui, ça change. Sauf que là, ils se rendent compte que dans certains cas, à cause des prix des matériaux, à cause de la disponibilité de l'emploi, dans la région de Québec, le groupe UOT, il engageait beaucoup de monde, fait qu'eux autres laissent de la place. Fait que finalement, il dit, il y a des baisses. Ça saute pas d'en face, c'est pas en première page du journal, Pierre, mais il y a des baisses de coûts pour ceux qui lancent des projets par rapport à il y a 6 mois. Tu comprends? Oui, absolument. Ben, c'est ça, exactement. Tu as eu de l'espace. Les matériaux coûtent moins cher. Je regardais les prix des matériaux de construction sont en train de baisser. Là, il y en a peut-être qui essayent d'abuser jusqu'à la dernière minute, là. Mais ça va jouer. À un moment donné, ça va arrêter, là. Donc, il y a ça. Oui, effectivement. Donc, tu vois, là, pour ces promoteurs-là, s'il y a moins de joueurs sur la glace, ben, ça laisse de la place pour d'autres. Donc, non, moi, je vous le dis, là, on va repartir, là, les prochains mois peuvent être un peu au ralenti, mais on va repartir éventuellement, puis ça va repartir. Quand tu dis ça part, puis ça va repartir vite, je comprends très bien que si tes plans sont faits, tu as fait toutes les demandes auprès de la ville, tu es déjà autorisé, puis il te manque juste la banque, puis une coupe de téléphone, puis tu demandes à tes investisseurs, investisseuses, embarquez-vous, on y va dessus. Bien, ça va vite. Là. C'est vrai que ça peut aller vite parce que souvent, toutes ces démarches-là, c'est des mois et des mois. Là. C'est ça la oui, non, mais les promoteurs, eux autres, sont prêts. Les terrains sont identifiés. Le financement, ils jasent avec leur banquier à tous les jours. Ils parlent avec le fournisseur. C'est juste une question de timing, de voir que si les taux se stabilisent, puis même ça redescend, bien là, les coûts... Là, tu peux travailler sur des échéanciers, puis tu peux travailler avec des coûts à la baisse. Là, c'est merveilleux pour les promoteurs. Là. Pierre, on dit qu'il manquerait à peu près 100 000 logements neufs dans la région de Québec. C'est la PCHQ qui dit ça avec leurs économistes. Là. Donc, tu vois, c'est réel. Là, et ça, c'est dans le résidentiel. Parce que là, je ne te parle pas dans le bureau à Québec, là, l'immobilier de bureau. Écoute, des taux d'occupation de 10, 12, 13 %. Puis ça, c'est sans compter ce que le gouvernement ne dit pas. Le gouvernement, les fonctionnaires sont en télétravail, mais on ne le dit pas.
on continue à payer des logements, des bureaux, des tours à bureaux vides. On le voit, nous autres, à Choix, on est sur chemin Saint-Louis notamment, puis tu as la RAMQ là, en diagonale, là, et c'est vide. Là. Le jour, c'est vide. Donc, éventuellement, c'est la prochaine étape, là, je pense. Je pense qu'il y a 2500 milliards de prêts à renégocier d'ici 5 ans en Amérique du Nord dans l'immobilier commercial. Donc, il y a des joueurs qui sont peut-être nerveux là aussi. Là. Il y a plusieurs économistes aux États-Unis et au Canada aussi qui disent l'exemple va falloir qu'il vienne d'en haut quand on parle de retour dans les centres-villes, de retour dans les édifices à bureaux, donc le travail un peu plus en présentiel, un peu partout, soit les grandes entreprises, ce qui est un peu le cas aux États-Unis, les gros joueurs, il y en a plusieurs qui exigent d'avoir une grande partie du temps qui est dépensé au bureau pour le spirit de l'entreprise et autres. Mais est-ce que tu penses la même chose au Québec, au Canada, à Québec, quand le gouvernement va dire écoutez, il faut que vous reveniez. Parce que là, il y a beaucoup de causes en cours. On ne parle pas de ça parce que c'est de la justice, mais quand même, c'est assez lié directement à l'économie. Il y a beaucoup de syndicats, beaucoup d'employés qui veulent qu'on enchasse le fait que de travailler à la maison, c'est un droit. Puis là, pour l'instant, les lois ne vont pas dans ce sens-là. Les lois disent c'est un privilège, c'est pas un droit. Puis ça change tout. Tu le sais, Pierre, ça change. À partir du moment où les employés vont pas dire moi, je reste chez nous, puis j'ai le droit. Mais j'ai hâte de voir parce que là, mais derrière ça, il y a 2 éléments. Est-ce que oui ou non, l'exemple doit venir d'en haut? Est-ce que le gouvernement, quand il va ramener son monde, les compagnies vont suivre, d'une part, puis d'autre part, est-ce qu'on va avoir Moi, je m'attends à ce qu'on se rende jusqu'à la Cour suprême pour aller déterminer si oui ou non, le fait de travailler à la maison, c'est un droit. Moi, j'ai des doutes. Oui, bien, là, tu as eu quand même, au fédéral, il y a eu des négociations avec les employés de l'État, là, puis on a donné quand même, dans le fond, ce que le fédéral a négocié avec ses employés, c'est que le droit de gérance revient quand même à l'employeur, là. D'une part, mais d'autre part, c'est du cas par cas. Donc, on va négocier au cas par cas. Dans ton cas à toi, est-ce qu'on veut t'avoir 4 jours semaine au bureau? Dans l'autre cas, ben, peut-être 3 jours, tout dépendant comment tu plaides ta cause. Donc, il y a ça, il y a le droit de gérance. Les grandes banques, je pense que c'est le patron de la Banque nationale à Montréal. Les autres, ils viennent de se construire un siège social neuf au centre-ville de Montréal. Ils veulent avoir leurs travailleurs en bureau, en présentiel. Donc, il y a ça. Il y a les chambres de commerce qui poussent, notamment la Chambre de commerce de Montréal, là, qui a dit tout le monde en présentiel dorénavant. On veut ramener les travailleurs au centre-ville. C'est parce que c'est mathématique. Là, si tu veux pas ramener ton monde, puis là, il y a des faillites à répétition pour les propriétaires d'immeubles, c'est pas mieux non plus. Les prêts là, sont liés aux banques aussi. Là, donc, tu sais, oui, il faut l'exemple qui vient de là. Est-ce que le gouvernement du Québec va... là, on est à 2 jours, 3 jours, on ne sait plus, là, dans leur cas. Est-ce qu'on va les ramener? Je pense qu'il y a de l'hybride. Ouais. La pénurie de travailleurs fait en sorte qu'un employé peut négocier. Ça se négocie là, maintenant. Là. Est-ce qu'on est en remote? Là? Est-ce qu'on est à distance? Est-ce qu'on peut venir? Je regardais cette semaine, je parle dans mon podcast avec les gens de l'IBO. Ben, eux autres, c'est libre choix. Là. L'employé, s'il veut travailler chez eux 5 jours, il fait ce qu'il veut. Là. Donc, eux autres, l'intérêt, c'est que la job est-tu faite ou non? Peu importe où, quand, comment. Oui. Exact. Puis si tu veux venir 2 jours, on paye la bouffe. Là. Le frigo est plein. Tu viens, la bouffe est payée pour le midi. Tu peux même aller dans des rencontres avec les travailleurs avec qui tu travailles de ton équipe. Tu peux aller manger au restaurant. Il n'y a pas de trouble. Ils payent tout. Là. Parce qu'eux autres, ils sondent assez souvent leurs employés, puis les employés veulent rester à domicile. Et peut-être que, Pierre, peut-être que l'équilibre va se faire naturellement. Exemple, mettons que la Cour suprême en arrivait, ou peu importe la Cour fédérale. Moi, je pense que le droit de gérance revient à l'employeur. Oui, absolument. Mais en même temps, tu es d'accord que l'employeur qui serait trop rigide va perdre des employés parce qu'il y a exactement. Ben, si on est dans un contexte, il y a un taux de chômage à 6 puis là, tu es à 1,5, 2. Pas pareil, là, hein? Puis il n'y a pas de travailleurs. On le voit, là. C'est générationnel. Les plus vieux, les boomers, s'en vont en retraite. Puis les jeunes, il y a moins de jeunes. Le Québec a fait moins d'enfants dans les dernières années, mais ça joue là aussi. Pourtant, tous les deux, on a fait des efforts. Mais là, il va falloir que les nouvelles... On a fait des efforts, mais c'est mathématique. Oui. Là. Puis là, on regarde les plans d'immigration des prochaines années. Ben, si on veut garder le poids du Québec dans le Canada, donc tu vois, là, c'est 110 000 nouveaux arrivants par année au Québec? Ça me semble alors beaucoup. Alors que les cibles, oui, c'est beaucoup. Puis là, comment tu fais ça? Parce qu'à un moment donné, tu sais, ça te prend des logements, ça te prend de l'accueil, capacité d'accueil, ça te prend plein d'infrastructures. Tu ne peux pas doubler ton immigration en quelques années sans impact. Là.
C'est clair. Parce qu'on parle d'économie en général, on va s'arrêter un peu sur la bourse. Je voulais savoir, c'est quoi la principale raison qui fait que le secteur des technos est encore le favori, à moins que tu me dises le contraire, mais c'est le favori des boursicoteurs, des gens qui sont en bourse, Oui. parce que les rendements sont bons hein, par rapport à d'autres. C'est quoi la principale raison? L'an passé, les technos ont mangé à claque. Là. Je pense que c'est moins 22, moins 24. Donc là, c'est un retour du balancier. Tu sais, il y a là-dedans, il y a des joueurs qui sont très, très bien positionnés. Je te parle Apple, l'intelligence artificielle, il y a ça aussi, hein? Ben oui. Donc, ça a été le gros boss ça, en janvier, février, mars. Là. Donc, Apple, Microsoft, Meta, les gros joueurs, là, les gros joueurs de l'IA. Alors, on va voir là, les prochains mois, peut-être que ça va jouer plus volatile. Le plafond de la dette aux États-Unis qui inquiète les financiers aussi à Wall Street. Là, tu commences à avoir des résultats en dents de scie pour des détaillants. Les détaillants sont les premiers sur la ligne pour voir si le consommateur est en forme ou pas. Donc, moi, je m'attends dans les prochains mois à peut-être plus de volatilité. Puis peut-être là, si les banques centrales nous arrivent au mois de septembre avec des baisses de taux, là, ça va redonner du gaz dans le tank, comme on dit. Fait que ça pourrait finir l'année en beauté. Mais tu sais, je regarde le Nasdaq depuis le début de l'année, tu as 18 d'avancée. 18-19 %. Le S&P 500, 7-8. La Bourse de Toronto, 5-6. Parce que ceux qui n'ont pas trop stressé et qui ont laissé leur argent en bourse, c'est pas si mal. C'est ça qu'il faut faire, là. Oui. C'est pas supposé d'être stressant investir. Ouais. C'est quand c'est stressant. Tu sais, je veux dire, je parle pas des day traders. Là. Je te parle du monde qui se disent, regarde, moi, j'ai investi dans des titres de qualité. J'ai 15-20 titres dans mon portefeuille. Ou des fonds mutuels, des fonds d'investissement. Bon, c'est sûr que le S&P 500, l'indice, l'année passée, a fait moins 20, moins 15, moins 20 à peu près. Là, cette année, il a repris 7-8. Donc, tu vois, bon an, mal an, les bourses, normalement, c'est 7 à 10 % là. Warren Buffett, lui, fait du 20 % par année en moyenne. C'est incroyable. Il faut que tu m'en parles un peu. Je sais que tu écris là-dessus, parce que c'est tout un phénomène, Buffett, oui. Mais est-ce qu'on pourrait essayer de regarder l'ensemble de son œuvre, de ses années de travail, puis se dire, il y a une constance? Moi, il me semble qu'il est toujours dans des choses terre à terre, tu sais, Coca-Cola. Je pense tout le temps des affaires. Oui, c'est ça. Ben, c'est des titres qui donnent des dividendes où il y a un pouvoir de, s'il y a de l'inflation, on peut refiler la facture au consommateur. Coca-Cola, par exemple, Apple. Apple, c'est 40 % de son portefeuille. À Buffett? Oui. Wow. Buffett, son portefeuille, 40 % c'est Apple. Il vient d'en racheter. Là. J'ai vu hier on a vu, là, parce qu'à tous les trimestres, il doit refaire son portefeuille, puis il doit l'indiquer là, aux autorités réglementaires. Lui, ça ne doit pas t'en coûter 100 $, Pierre, hein? Non, c'est des milliards, là. Lui, il a fait 30, je pense qu'il a fait 30 milliards avec Apple dans le premier trimestre. Puis lui, ben, tu sais, Apple donne un bon dividende aussi. Ils sont rendus à $1 par année là, de dividende. Coca-Cola, gros dividende. Fait que lui, c'est ça. Il est dans le pétrole aussi. Fait que quand le pétrole baisse, les technos montent. Tu vois, il est équilibré comme ça. Les banques, il est dans les banques, il est dans Bank of America. Là, il vient de larguer une banque, puis il est rendu dans Capital One. Fait qu'il fait bouger son portefeuille de même. Et Buffett, c'est ça. Là, il y a 120 milliards de cash, lui. Oui. Dans son portefeuille, là, il attend les deals. Il y a ça aussi, hein? Tu sais, c'est ça. C'est qu'il gère des gros milliards, mais il y a toujours des liquidités pour acheter des deals, pour acheter des gens, peut-être il y a des titres qui vont se faire brasser. Puis là, ben, il va racheter. Mais vois-tu, c'est intéressant, Pierre, quand on parle de Apple, à moins que je me trompe, quand Steve Jobs est décédé, il y en a plusieurs qui ont dit c'est à lui le cœur de Apple, c'est dangereux. Puis il y a probablement même des gens en bourse qui ont tiré leur bille en se disant écoute, Tim Cook, oublie ça. Là. Mais probablement que Buffett était moins excité. Lui, il a peut-être dit non, attends un peu, Apple, c'est une bonne structure. On dit souvent les dirigeants sont importants, mais jusqu'à un certain point. Mais tu regardes Apple, là, c'est dans le pipeline de produits, là, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Il y a plein de produits. Les services, regarde, les services ne tiraient pas beaucoup d'argent de Apple maintenant. Là, sont dans la musique, dans le streaming. Les banques, ils vont-tu dans les banques, eux autres aussi, dans les cartes de crédit, ces affaires-là? Oui, aux États-Unis, il y a la carte Apple qui te donne, je pense, c'est 4,15, 4,20 % de rendement sur un compte d'épargne quand tu laisses l'argent dans ton compte. Donc, tu vois, là, Apple, avec, je pense, on est avec Goldman Sachs. Donc, ils s'en vont dans les services financiers aussi. Donc, comme puis là, le casque virtuel s'en vient. Tu sais, il y a plein d'affaires qui s'en viennent chez Apple. Le iPhone, on pensait qu'il était mort. Les ventes explosent encore. On va changer encore. Tu sais, je regarde le nombre de propriétaires de iPhone.
le nombre d'années qu'ils possèdent leur téléphone est très élevé. Donc, ça veut dire qu'il y a un taux de rotation tout le temps comme ça. Il y a des nouveaux arrivants aussi, des gens qui migrent d'un autre téléphone à Apple. Et c'est comme ça, on travaille avec la technologie, puis on avance. Donc, moi, c'est un titre, ceux qui me suivent le savent, j'en parle beaucoup d'Apple, mais c'est un play, c'est un joueur incontournable dans un portefeuille, je pense. Là. OK. Dis-moi, la dette américaine, je sais qu'il y a des investisseurs qui sont inquiets. Elle a toujours été, mais il me semble que depuis que je suis haut de même, elle a toujours été haute. Mais là, es-tu trop haute ou quoi? Elle est très, très haute. On est rendu, le plafond est à 31 400 milliards. Pensez-y, là, la dette du Canada, c'est à peu près 1200 milliards, à peu près 1250 milliards. Eux autres, c'est 31 400 milliards. Et au 1er juin, s'il n'y a pas d'entente là, pour relever le plafond, bien, tout arrête. Le gouvernement fédéral n'a plus d'argent pour payer ses fonctionnaires. On arrête tout. Alors, on est là-dedans. On est dans un crunch final. Là. Et là, les démocrates, les républicains font de la politique, évidemment. Comment tout ça va se terminer? Moi, je pense qu'il va y avoir une entente, mais à minuit moins une, comme d'habitude. Okay. Donc, dans les prochaines semaines, ça pourrait brasser beaucoup, là. C'est toujours dur de prédire ce qui s'en vient en bourse. Tu sais, tu dis, bah, ça peut bouger, puis ça, mais en même temps, est-ce que quelqu'un qui avait pris, à part nous, là, dans notre chronique du mois de janvier, non, mais qui avait dit que la bourse se stabiliserait et qu'il donnerait des bons rendements. Mais moi, je t'avais dit qu'on voyait du beau, là. Oui. On voyait du vert. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas vivre tout le temps dans le noir. Mais éventuellement, tu sais, c'est ça. Il va y avoir des descentes. Là. Je pense qu'on va digérer ce qui s'en vient, puis après ça, on va repartir avec des baisses de taux à l'automne ou à fin 2023. Là. On a parlé tantôt d'immobilier en parlant des gros joueurs comme UOT, le groupe, c'est quoi le groupe avec des maisons de retraite? Groupe, c'est ça. Mais le métier comme tel, de ce qu'on lit dans les derniers jours, c'est pas une grande surprise. Il y a une gang qui était, sans dire qu'elle avait profité de la situation, mais à cause de la pandémie, la folie de l'immobilier, il y en a quelques-uns qui ont pris leur cours puis ils ont dit on s'en va là-dedans, mais là, ça débarque. Là, ça débarque assez vite. Il y a parce qu'il y a moins d'ouvrages pour autant de monde, j'imagine. Bien, il y a moins de travailleurs disponibles, puis là, il faut que tu payes très cher tes travailleurs, puis les besoins, c'est des gens qui vieillissent, donc c'est des soins. Le rendement n'est pas là. Donc, le gouvernement offre non plus pas des grands... Là, on dit qu'on va les aider là, dans plein d'avenues, mais on convertit des résidences de personnes âgées en logement. Écoute, il y a une pénurie de logements aussi. Donc, les propriétaires vont chercher du rendement comme ça. Je pense que ça, c'est logique. Mais tout ça va être à réviser. Tu le vois, il y a quelques années, hein, c'était ça. Hey, je me pars une résidence de personnes âgées. Tu vas voir, je vais faire la passe. Puis là, de moins en moins de gens veulent y aller aussi dans les résidences de personnes âgées. Les gens veulent peut-être demeurer dans leur maison plus longtemps. Je comprends. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je ne suis pas rendu là encore. Là. Je suis plus vieux que toi, mais quand même, là, à voir ça, je me dis, je vais payer des gens pour avoir des services chez nous. Je vais essayer d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de le gazon, de la patente, puis je vais rester chez nous parce que c'est quasiment peurant avec les histoires qu'on a entendues. Voilà, puis je pense que les gouvernements sont conscients de ça. Ils ont mis des crédits d'impôt là, disponibles, puis je pense qu'ils vont rajouter des crédits d'impôt pour que les gens demeurent dans leur maison le plus longtemps possible. On s'en va vers les soins à domicile de plus en plus aussi, là, dans des réformes de système de santé. Donc, non, je pense que c'est là qu'on s'en va. Puis, il y a des RPA qui vont continuer de fermer parce que les propriétaires ne voient pas le rendement espéré, puis ils veulent aller plus du côté résidentiel. Appartements et condos, parce qu'on a parlé un peu du résidentiel, mais moi, quand je vois les condos, honnêtement, là, je suis un peu curieux, mais on est aujourd'hui, on enregistre le 16 mai 2023, puis quand je vois des gros blocs de condos, je me dis, tabarouette. D'abord, deux choses. Est-ce qu'ils vont, comme tout le monde, devenir des appartements condos, des condos qu'on convertit en appartements parce qu'on les loue? Parce que le loyer de l'argent, il est haut pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un va vendre sa maison et va mettre 700-800 000 sur un condo à Québec? Je ne sais pas. J'ai l'impression. Ce qu'on voit, c'est beaucoup des appartements en location. Oui. Ça, c'est la grosse affaire parce que tu as des gens, justement, qui vendent leur maison puis qui s'en vont chercher un appartement à 1500, 1700, 1800 par mois. Tu peux budgéter avec ça, tant par année. Tu sais où tu t'en vas, là? Voilà, les retraités surtout, là, c'est ce qu'on va voir. Donc là, tu as des gens en banlieue qui vont peut-être vendre leur maison, faire un bon produit, là, comme un bon revenu là-dessus. Ouais. Tu l'as payé 3 fois ta maison, n'oubliez pas, là, sur 25 ans. Avec les intérêts, ta maison, tu la payes 3 fois. Là. C'est ça. Le rendement net n'est pas si impressionnant. Quand tu enlèves tout ça, tu as raison. Moi, je dis aux gens, là, regardez, faites vos calculs, là, logement ou maison. C'est sûr qu'une maison, tu es à l'aise, tu es chez vous, tu as ton terrain, tu as ta piscine,
regarde, faites les calculs, les gens souvent oublient qu'ils l'ont payé 3 fois leur maison. Là, parce que, Pierre, ce que tu dis dans le fond, c'est que pensez pas juste investissement. Dites-vous, je suis un beau secteur, j'aime mes voisins, je suis content d'avoir ma cour, je suis content pour mes enfants. Parfait. Ça, c'est des raisons de vie parce qu'on n'est pas sur la terre juste pour investir. Mais si vous le faites juste en termes d'investissement, c'est pas toujours. En termes juste d'investissement, tu as parfaitement raison. Oui. Puis, tu sais, il y en a qui vont déménager aux 5 ans, ils vont louer dans un immeuble neuf, vont profiter de 5 ans de l'immeuble, puis après ça, ils vont dire on va aller dans l'autre immeuble à côté, il est neuf. Tu sais. Là, ben, si tu prends la différence que tu mets sur ta maison, ton terrain, tes taxes municipales, tout l'entretien, puis tu l'investis ailleurs, on pourrait être surpris des chiffres. Là. Oui, absolument. Mais ça reste, tu sais, ça reste une décision personnelle de dire, ben moi, je paye plus cher, mais j'ai une maison avec un terrain. Je ne suis pas dans un immeuble à condo ou à tour à immeuble là, avec des locataires partout, là, tu sais. Mais à un moment donné, ben, tu fais les équations aussi. Il y a des jeunes qui ne veulent pas d'enfants non plus, donc ils sont capables peut-être de vouloir rester dans une tour d'habitation, une tour d'immeuble. Il y a ça aussi qui s'en vient. Là. Dans les prochaines années, on va en voir des tours d'habitation. On veut monter la densité aussi dans les villes. Là. Donc, oui, effectivement, non, il y a des calculs à faire. Mais je voyais, c'est pas juste ici. Là. Aux États-Unis, il y a une grosse tendance de louer plutôt qu'acheter. Moi, je ne suis pas étonné. Puis des gens, moi, j'ai 62, vois-tu. Puis il y a beaucoup de monde de mon âge qui dit écoute, si on vend notre maison, nous autres, on va faire des calculs. Puis mettons, tu fais un horizon de 15 ans. Mettons, tu dis je risque d'être en forme jusqu'à 75-80. Bien, on va y aller, tant par année. Mettons, tu calcules, je ne sais pas, moi, que ça va te coûter 20-25 000 de location par année. Sur 10 ans, tu es 250 000. Fait que tu peux le figurer. Puis tu places ton argent, tu dis j'ai 5 % de rendement. Je vais être capable de, tu sais, finalement, pas trop toucher à mon équité. Fait que c'est des calculs qui ont de l'allure. Peut-être pas, encore là. Toi, tu me dis quelqu'un qui ferait des calculs pour le faire à 30 ans aussi. Mais oui. c'est comme si c'est comme, il y a quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans, puis c'est le côté, ben là, tout le monde nous a toujours dit, hey, écoute, ce qui est important dans ta vie, c'est d'avoir ton char et ta maison. Ouais, ça, c'est les banquiers qui disent ça aussi. Hein? N'oublie pas, eux autres veulent te vendre une hypothèque puis te garder longtemps avec eux autres, là. C'est le discours du banquier, c'est de te vendre une hypothèque 25 ans puis de te refiler 3 fois le prix de ta maison en intérêt. Là. C'est payante. Là. pour un banquier, lui, c'est un discours merveilleux. Là. C'est pas une subvention. C'est pas une subvention, Pierre. Pour faire nos calculs aussi. Tu sais. Okay. Je veux qu'on parle de Pierre-Carl Péladeau parce que tu as travaillé sous l'égide, pas de lui directement, mais tu comprends, tu as travaillé dans l'entreprise, puis tu connais peut-être plus l'homme que moi, mais il est assez clair sur les difficultés profondes du groupe TVA, sur les nouvelles compressions à venir. Lui, il s'en cache pas, il dit, il y a eu des compressions, il va en avoir encore, puis il dit, on peut pas continuer à perdre de l'argent constamment dans une entreprise comme ça. Fait que c'est pas juste TVA Sport, c'est TVA tout court. Alors que d'un autre côté, dans son portefeuille, il y a Vidéotron. On a toujours dit que c'est une vache à lait. Je pense pas que ça a changé. Le sans-fil, la télécommunication, non. Freedom. Ça va au Canada anglais, là. Oui, ça va au Canada anglais. Donc, est-ce que tu crois à ça, toi, qui pourrait fermer TVA ou TVA Sport? Écoute, il était assez clair là, que sa patience avait atteint les limites. Oui, non, TVA Sport, là, il y a un jugement qui s'en vient, un jugement de cour là, qui pourrait permettre des redevances par belle davantage. Si ça passe, il va y avoir plus d'argent qui va rentrer. Si ça passe pas, je pense que là, il y a des décisions très, très difficiles. Ça suit ce qu'on a vu aux États-Unis. Hein. Il y a des. Oui. Il y a des partenaires de la Ligue nationale de hockey aux États-Unis qui ont fait faillite là, dans les derniers mois. Là. Donc, des retransmetteurs de matchs, là, des télédiffuseurs. Donc, ça joue tough. La publicité n'est pas là. En tout cas, diminue beaucoup. Les géants du web se l'accaparent de plus en plus. Absolument. Donc, c'est très dur pour les traditionnels, les médias traditionnels. On le voit dans l'industrie des journaux là, au Québec, s'il n'y avait pas les aides de l'État, et ça serait tout terminé. Là. Donc là, tu vois, c'est le groupe TVA qui est très bien géré. Québécois gère très bien ça. Là. Puis ils ont de la misère. TVA Sport, oui, mais ça semble être l'ensemble. On a commencé à écrémer. Si tu regardes à l'interne, il y a plusieurs postes qui sont libérés. Là. Absolument. Puis il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Ouais. Oh oui, non, écoute, c'est ça, c'est... Les prochains mois, ça va être très difficile là, pour ces joueurs-là de médias traditionnels. Là, comment ils vont s'en sortir? Là, ils ont un gros joueur. Écoute, je pense que l'action du groupe TVA sont à la bourse. Là. L'actionnaire majoritaire, ça reste québécois, mais c'est une compagnie qui est à la bourse. Le titre, une pièce et demie, puis j'ai vu des targets à 70 cents. Là. Oh!
Donc, tu vois, ça peut encore bouger puis brasser beaucoup. Là. Mais l'industrie complète des communications, toi, tu sais, tes collaborateurs à Choix Radio X, tout ça, les années de la radio, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis aujourd'hui, à cause de la multiplicité de l'offre, tu sais, les Spotify et les autres de ce monde, ce qui fait qu'il y a divertissement et autres, tu le sais, là, il y a bien des gens, l'offre est tellement multiple que les revenus sont aussi éparpillés, ce qui fait que c'est très dur d'avoir des chiffres que tu avais avant. C'est vrai pour tout le monde, télé, radio, tu disais, journaux. La radio, je la sens encore très dynamique. Proche du monde, proche du monde, c'est toujours bon. L'antenne de Choix, tu le sais, tu as travaillé là, c'est une antenne qui est puissante. Fait que tu as beau, tu peux venir, tu peux repartir, mais l'antenne est très forte. Écoute, il y a une réaction, moi, j'ai jamais vu ça, là, une réaction sur les auditeurs qui nous parlent quotidiennement. Donc, écoute, dans le monde de la radio aussi, là, il y a des stations, moi, qu'on me dit que des fois, il n'y a pas d'auditeurs, là, ou presque. Là. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité. Y a-tu trop de postes de radio à Québec? Moi, je pense que oui. Éventuellement, on va peut-être en voir. Le naturel va revenir. D'abord, tu forges ta marque de commerce, c'est vrai aussi. Tu parles de Radio X, c'en est une, mais la marque, c'est pas juste une marque. C'est ce que tu présentes, ce que tu offres, qui tu représentes. Oui. C'est ça. L'identité de Radio X, tu le sais, là. Oui. Tu ne cherches pas à midi 14h, c'est ça. Puis c'est comme ça que tu fais ta marque. Mais il y en a, c'est à gauche pas à droite, puis tu te demandes où ils sont, bien, ils sont nulle part. Fait que, eux vont avoir de la misère tout à l'heure, je pense. Je voulais te poser juste une petite question sur la Banque du Canada. Il parle de créer un dollar numérique au pays. D'abord, premièrement, je me dis, est-ce que c'est apparenté à tout ce qui s'appelle les bitcoins et autres, ou ça n'a rien à voir? Non. C'est comme, écoute, c'est un dollar numérique comme une pièce en papier, là. C'est pas une crypto-monnaie. Tu peux pas avoir une crypto-monnaie. OK, c'est ça. Pour te montrer que je connais pas ça, c'est pour ça que je te pose la question. Ben, la différence, c'est que le Bitcoin il est limité, lui. Dans le monde, là, le Bitcoin, il n'y aura pas plus que 21 millions de Bitcoin en circulation en 2040-2042. Actuellement, il y en a 19 C'est déjà prévu, millions. Là. Oui, c'est prévu. C'est pas le cas de la Banque du Canada. Ils ont réimprimé de l'argent pendant la pandémie, puis ils en réimpriment tout le temps, là. Donc, ton dollar, ta valeur du dollar baisse. Mais ça vaut $1, c'est-à-dire que c'est le cours légal. C'est une monnaie légale, reconnue. Ça vaut une pièce, là. Tu sais, $1, qu'il soit numérique ou pas. Mais ça servirait à quoi? Mettons, moi, je suis un citoyen, là, $1 numérique, je ferais quoi avec ça, moi, là? Ben c'est ça. Tu sais, actuellement, l'Interac, on est pas mal numérique. Tu sais, moi, je regarde ma paye. Elle rentre direct dans le système? Hein? Ben, quand j'envoie mes factures, puis quand mes clients me payent, ça débarque. C'est du virement beaucoup, hein? Ben oui. C'est tout électronique, là. Je veux dire, il n'y a pas d'argent comptant qui passe là, dans la mesure où. Fait que c'est ça. Ils essaient de voir parce qu'ils ont peur de se faire shifter éventuellement. Si les gens vont vers la crypto, puis là, le monde paye en Bitcoin, puis là, ben, le dollar canadien, dans le fond, devient un peu de côté, là, ringard, comme on dit. Donc, on essaie de sonder, voir comment on pourrait ajuster le dollar numériquement. OK. Est-ce qu'il pourrait avoir une durée de vie sur un dollar numérique? Tu comprends? Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait arriver à ça? Si ton dollar n'est pas dépensé avant telle date, il devient caduque. Ça, je pense pas. Là. Un dollar, c'est un dollar. Donc, tu sais, on est en train de regarder des façons, comment on va l'arrimer. Ça fait des années qu'ils sont là-dessus. Ils veulent se moderniser. Oui, mais comment on va le faire pour pas... Parce que, tu sais, dans le fond aussi, il y a la transparence des transactions d'une part, mais il y a aussi, tu sais, je veux dire, quand tu as de l'argent cash dans tes poches, ben, est à toi, puis il n'y a personne qui sait que tu as tant de montants d'argent dans tes poches. Là, si on est capable de suivre l'argent numérique, puis on est capable de voir que telle personne détient, je ne sais pas moi, 30 000 $ sur une clé à quelque part, tu sais, là, on rentre dans la vie privée des gens. Là, pas mal. Donc, il faut faire attention là-dedans. Donc, oui, mais tu sais, le cours légal, c'est le dollar canadien au Canada. Là, le cash va rester le cash, selon moi. Oui, ça va rester la même variable. Dernier point, puis c'est un point, on n'a pas fini d'en parler, Pierre. Nous deux, on va en parler. Toi, tu dois en parler à tous les jours à la radio aussi. C'est la fameuse intelligence artificielle. Moi, d'une certaine façon, c'est deux éléments en même temps qui se chevauchent. Ça m'excite parce que je trouve ça très excitant. Puis d'autre part, c'est épeurant un peu parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mais je voulais qu'on regarde ensemble, grosso modo, ce qui est identifié comme étant des menaces plus probables. Parce que ça s'installe, puis ça va vite. Ils ont eu beau parler de 6 mois, on va attendre. Il n'y a pas grand monde qui croit que les grandes corpos puis les grands scientifiques vont attendre. Là. Mais qu'est-ce que tu vois comme menace, mettons, devant nous?
Ben, moi, je pense que les gouvernements vont encadrer, là. OK. Ça, on l'avait fait à un moment donné avec le clonage humain. Ben Souviens-toi de oui. ça. De toute façon, on était inquiets. Là. Il y avait des scientifiques. Jusqu'où on veut aller, dans le fond, c'était ça la question. Oui, parfait pour réparer un bras, mais on veut-tu refaire des êtres humains au complet? Il y avait des questions intéressantes. Ben, il y avait eu des laboratoires qui avaient commencé à cloner des êtres humains. Puis là, ça a fait scandale. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu des grandes organisations, je pense que c'est l'ONU, puis ils ont dit, ben là, ça, c'est interdit, là. On ne peut pas aller là, puis c'est contre la loi. Donc, je pense qu'on va peut-être encadrer de façon... Tu sais, je ne veux pas que le gouvernement se mêle de diriger là, l'intelligence artificielle à son avantage, mais de mettre des balises, je pense, au niveau mondial, au niveau des États, des pays, pour encadrer les limites de l'intelligence artificielle. À partir de là, ben, écoute, tu vas chez ton médecin, tu arrives avec ton test de sang, l'IA est capable de lire ce que ton médecin n'est pas capable de lire. Je trouve ça intéressant dans la mesure où ça amène de la connaissance supplémentaire. Et ça peut pousser peut-être les médecins à être meilleurs, mettons? Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, je pense que oui, parce que là, il y a des choses qu'on peut lire, l'IA peut lire sur des tests de sang, mettons. Je pense que ça a été fait encore récemment, que des médecins n'avaient pas vu. Donc, ça pouvait... Au lieu de se braquer, j'espère que les médecins vont dire merci, on a de l'aide scientifique. Bravo. Moi, je pense que oui, puis je pense qu'on va le voir. Ça va aider beaucoup de gens dans leur métier. Ça va peut-être aussi, oui, il va peut-être avoir des métiers qui vont peut-être souffrir plus que d'autres. Ce qui est répétitif, tu es d'accord, là, les métiers répétitifs? C'est ça. La plus-value, là, je regarde, il y a des traducteurs qui sont maintenant payés à réviser des traductions de ChatGPT, mettons. Bon, tu es payé peut-être moins cher, tu peux en faire plus, puis tu as peut-être une optimisation de ton métier, je ne sais pas, tu sais. Donc, parce que c'est quand même surprenant, le ChatGPT, quand tu regardes les textes qui te pondent en l'espace d'1 minute et demie, ce qu'un humain peut faire en 4 heures, mais ça reste de l'IA, ça reste selon ce que ses références sont aussi. Donc, non, l'humain, moi, j'ai confiance, là. Mais c'est sûr que ça va le bouleverser, là. Puis là, je pense que c'est le grand patron de ChatGPT, il est devant le Sénat américain dans les prochains jours, là. Il va se faire cuisiner, lui, avec, là. Donc, non, je pense que les États vont avoir un rôle à jouer de baliser tout ça. Peut-être, Pierre, moi, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais je ne peux pas douter de la force des scientifiques, entre autres en informatique. C'est assez impressionnant, là. Oui. On prend toujours le même exemple, il est toujours aussi vrai. Au début des années 2000, quand on nous a dit tu vas être en vidéo tout le temps, téléphone partout dans le monde, sans frais sur des applications, on disait hey, calme-toi. Ça nous sonnait, les voitures vont voler dans l'espace, comme on disait en 1970. Et pourtant, on est encore dans les voitures. Oui. Et par contre, on est d'accord que n'importe quel téléphone, même à 50$, tu vas avoir ton image. Fait que, on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas, mais probablement, Pierre, on va être capable d'avoir aussi des applications, un peu comme quand il y avait des virus, des applications qui vont pouvoir déterminer ça a été taponné, ça a été tripoté, ce texte-là. Oui. Exemple, un warning qui va dire attention, là, vous avez des. Oui, puis les géants du web, là, on les voit, là, sont gros, sont big, mais sont encadrés. Je pense que les gouvernements devront les encadrer davantage. Parce que ces gens-là sont dans nos vies privées pas mal, puis il y a encore des breaks. Là, on voit les autorités réglementaires commencer en Europe à s'attaquer à un puis à l'autre. Tu sais, moi, je pense qu'éventuellement, ces géants du web-là qui sont dans l'IA à temps plein, là, ben, ils vont être démantelés, là. Moi, je pense qu'on va assister dans les prochaines années à des réglementations qui vont faire en sorte qu'on va peut-être démanteler des gros morceaux de ces géants du web-là. Je te donne, par exemple, Amazon, éventuellement, peut-être toute sa division Prime, divertissement, va être sortie d'Amazon. Amazon Web aussi, tout le data, les centres de données, là. Tu sais, on va peut-être commencer à séparer les actions, dans le fond. Oui, exactement. On l'a fait avec Microsoft à un moment donné. Là, il était trop gros, Microsoft, avec ses logiciels Word, là, puis ça. On les a démantelés. On l'a séparé, des divisions différentes. Je pense qu'on s'en va là aussi. On va avoir des autorités, des gouvernements beaucoup plus à cheval là, sur... parce que c'est gros, ils sont rendus gros. Là. Tu regardes Amazon, Apple, Microsoft, tu le gardes à la bourse depuis le début de l'année, c'est eux autres qui drivent le show. Je pense qu'éventuellement, là, je peux faire une prédiction, je vais faire mon Luc Dupont. Ah ouais donc. Mais je pense qu'il va y avoir des autorités réglementaires qui vont être très, très, très à cheval, puis ils vont imposer des scindages de grosses compagnies. Là. Ce qui est tout à fait logique. Merci beaucoup, Pierre. C'était gentil. Écoute, on s'en reparle au plaisir bientôt. Salut.
Pierre Couture, qui est chroniqueur économique.